Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous renouveler votre fidélité ce jeudi. C'est l'avant-dernière édition de la revue des grandes unes de cette semaine. Merci d'être toujours là pour décrypter avec nous les sujets de la presse parue au Cameroun et la presse parue à notre rédaction. C'est d'abord la Nouvelle Expression qui a sa une ce matin, fond Covid-19. Deux ministres s'affrontent à la suite du rapport d'exécution publié par le ministère des Finances. Le ministre de la Santé conteste, comme pour dire, écrit le journal, que les vérités sur le Covid-Gate sont encore à venir. C'est à lire dans les colonnes de la Nouvelle Expression. En oreille de une de la Nouvelle Expression, crise au nord-ouest et au sud-ouest. Silence coupable, s'exclame le journal. De nouvelles recherches d'Amnesty International révèlent l'ampleur des destructions devant le mutisme de la communauté internationale. L'article est à lire en page 3 de la Nouvelle Expression ce jeudi. La sortie du MRC, le parti dénonce la persécution de plus en plus grandissante dont lui et son président sont l'objet. L'article est à lire en page 2 de la Nouvelle Expression. Et puis on va passer au quotidien Le Messager. Le Messager parle de la gestion des fonds Covid-19, les 11,4 milliards de francs CFA qui divisent, écrit nos confrères de Le Messager ce matin. Le ministre de la Santé saisit le ministre des Finances et dénonce l'incohérence des chiffres de trésorerie qui sont de 34,5 milliards de francs CFA et non 45,9 milliards tels que consignés dans le rapport. C'est à lire en pied une de Le Messager. Complexe sportif de Lembé, Magui au bord de la banqueroute, écrit Le Messager. À l'origine, une ardoise de 89 millions de francs CFA que l'entreprise canadienne réclamerait à l'État du Cameroun. C'est en page 5 du journal. Le jour est en kiosque ce jour. À la une, coup d'appel du centre Alain Fogué et Bibou Nissak maintenu en détention, écrit Le Jour. Le délibéré suite à la demande de mise en liberté immédiate de 27 militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, dont Olivier Bibou-Nissak et Alain Fogué, a été renvoyé au 10 août 2021. C'est à lire en pied une de Le Jour. Extrême Nord, Boko Haram revient en force, titre le quotidien bleu. 10 morts dans les rangs des forces de défense et de sécurité en 72 heures. Émergence parle de l'inflation. Les Camerounais étranglés par la vie chère. Les données de l'Institut national de la statistique sont sans appel. C'est à lire en page 5 du journal Émergence, parution de ce matin. Mutation parle de l'extrême nord. L'ennemi ne dort jamais. Titre ce matin Mutation qui rappelle que 13 militaires ont été tués en l'espace de 72 heures par la secte Boko Haram. Le journal vous propose l'analyse du géostratège Raoul Sumotayo. C'est en page 4 et 5, un dossier de mutation. L'économie quotidienne parle de l'APE avec l'Union européenne. Le Cameroun a perdu 30 milliards de recettes douanières en 5 ans, mises en œuvre depuis août 2016. Le bilan de l'accord de partenariat économique entre le pays et l'Union européenne a été fait à Yaoundé le 27 juin 2021. Cameroun Tribune est en cause que ce jour, le quotidien gouvernemental parle du tirage au sort de la CAN. Ce sera le 17 août, annonce le journal Cameroun Tribune. La Confédération africaine de football a donné la date officielle de la cérémonie hier. Information révélée par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Moualé-Kombi, au terme d'une réunion d'évaluation présidée ce mercredi par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Gouté. C'est à lire dans les colonnes de Cameroun Tribune, parution de ce matin. Vous aurez également en kiosque ce jour le Financier d'Afrique à la une, peste porcine, les pistes pour sauver la filière porcine, circonscrire les foyers de contamination, abattre les sujets infectés, éliminer les carcasses et autres déchets sont les solutions proposées par les experts, en plus des mesures prises par le gouvernement. C'est à lire dans les colonnes de ce journal. L'hebdomadaire de Politique Hebdo parle de transition générationnelle. Le réveil du septentrion, s'exclame le journal. LH Aboubakar Ousmane Mey, le président de l'ANC, Alliance nationale camerounaise, et de l'ONG Justice Plus, nous sommes venus combler le vide laissé par les politiciens du septentrion. Amadou Aïdjo avait laissé à Abdou Diouf
un testament demandant de ramener ses restes à son décès au Cameroun. Le Cameroun a tout pour être un pays digne et prospère. Nous allons prendre nos responsabilités, déclare Alamine Ousmane, qui est en une de Politique Hebdo, avec en pied une RDPC au plateau, la force du terrain. Il s'agit de la force du terrain de l'honorable Bernard Fongan, qui a boosté, dit le journal, le moral des militants de la sous-section RDPC de Bayala 2 à Batia, confirmant et réaffirmant son soutien, dit le journal, indéfectible au RDPC, à l'occasion d'une conférence tenue ce week-end. Voilà, madame, messieurs, les titres que nous avons reçus à notre rédaction. Nous accueillons nos invités de tous les jeudis. Camille Nélé, bonjour et bienvenue pour cette 4e sortie de la semaine de la revue des grandes unes. Donald Prescamgan, bonjour. Bonjour Casimir Désiré Tani, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Bien entendu, j'ai vraiment... Qui a perdu sa maman. Oui, j'écrase une larme pour notre confrère Casimir Désiré Tani qui a perdu sa mère cette nuit. Bien évidemment, je ne peux que lui adresser mes condoléances les plus sincères. Et je sais ce que c'est que la perte d'une maman. Et encore que mardi dernier, quand il descendait de ce plateau, il était en train de courir à l'hôpital où on venait de lui annoncer qu'elle entrait dans le coma. Donc vraiment du courage, Casimir Désiré Tani. Le réconfort et toutes les amitiés de la revue des grandes unes à Casimir Désiré Tani, dont la maman est partie cette nuit à l'hôpital, la 15 de Douala. Nous accueillons Guy Hervé Fongan. Bonjour et bienvenue. Bonjour Brice Donald Kanga et bonjour aux nombreux téléspectateurs qui prennent du plaisir à regarder la revue qualitative paraissant au Cameroun. Une pensée pour Casimir Désiré. Et pour être passé par là, je sais à peu près ce que c'est. Le 6 août, ça fera exactement 1 an que j'ai perdu la mienne, donc la semaine prochaine. Non, et une pensée pour les populations de Bati. J'ai découvert ce week-end qu'ils sont tous des accros à Equinox, notamment la revue des grandes unes. Je ne le savais pas, je me suis retrouvé tout à fait par hasard à l'ouest ce week-end et j'ai assisté fortuitement à un meeting de réarmement moral, disons ça comme ça. Je pense que nos opposants devraient muscler leur jeu. Parce que la vérité, si on n'est pas amis en temps de paix, on ne sera pas en temps de guerre. Et c'était impressionnant de voir l'agilité avec laquelle le RDPC entretient de manière permanente ses militants sur le terrain. Et ce que j'ai vu à Baléa 2, dans le Honkam, était simplement impressionnant. Ça permet aux partis de refaire un maillage qui est intéressant et de reconquérir un électorat qui est parfois un peu épars. Souvenez-vous que pendant les présidentielles, le MRC, l'opposition a fait une razzia de ce côté-là. Il serait bien que de temps en temps, les élus qui doivent, à mon sens, ne pas vendre la mèche, mais travailler au quotidien pour l'amélioration de la qualité de vie des populations. Je crois que c'est ce que Bernard Fongan essaie de faire dans les hauts plateaux. Beaucoup devraient suivre l'exemple. Merci d'être avec nous ce matin, chers messieurs. Nous ouvrons avec la nouvelle expression à sa une ce jeudi, Fond Covid. 2 ministres s'affrontent. À la suite du rapport d'exécution publié par le ministère des Finances, le ministre de la Santé conteste qu'on peut dire que les vérités sur le Covid-Gate sont encore à venir. Camille Nélé, le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, a adressé une réponse pour le moins ferme à son collègue des Finances, Paul Motazé, indiquant d'abord que sur le montant de l'avance de trésorerie dans le cadre de cette riposte contre le Covid, il s'agit non pas de 45 milliards de francs CFA comme déclaré par les services du ministère des Finances, mais de 34 milliards de francs CFA. Votre réaction? Je peux dire que, vous savez, le ministre Manaouda Malachi fait la une des journaux ces derniers temps. Et ces quelques derniers jours, c'est ce rapport qui est auquel il a apporté un démenti. Mais on voit aujourd'hui que le démenti est par rapport à une sortie assez tonitruante du ministre des Finances qui pointe un doigt accusateur sur lui, sur sa personne,
et le rend responsable de la gestion, ou bien d'une gestion approximative d'une somme de 45 milliards de francs. Depuis hier soir, dans les réseaux sociaux et ce matin dans les journaux, on constate une réponse du berger à la bergère du ministre Manaouda Manachi, qui, on le sait, n'est pas très prolixe, qui répond tout simplement qu'il ne s'agit pas entre les 45 milliards dont le ministre parle et l'argent que lui, il a reçu, son ministère a reçu environ 35 milliards de francs, il existe un gap de plus de 10 milliards de francs et il se demande bien où c'est passé. On voit par là que le ministre des Finances est tout simplement en train de créer une situation qui est des plus désagréables, parce que ce genre de prise de bec, ce genre de crépage de chignon ne devrait pas avoir lieu entre deux membres du gouvernement, surtout qui ont des responsabilités aussi hautes. Bon, on voit aujourd'hui, à travers la réaction du ministre Manaouda Manachi, que les choses ne sont pas toujours très précises au niveau de ceux mêmes qui sont chargés de gérer les affaires de ce pays. Et bien entendu, c'est tout le gouvernement qui en prend un sacré coup. Et on se demande comment les ministres peuvent être aussi gaffeurs que M. Motazé. Alors, Guy Fonga, on connaît le caractère flegmatique et réservé de Manaouda Manachi. S'il adresse une réponse aussi cinglante à son collègue des finances, c'est qu'il y a vraiment de la tension dans l'air. Quand vous dites réservé, j'ai envie de sourire. Je ne sais pas si on parle de la même personne. Les Camerounais, comme moi, se souviennent du fameux spectacle auquel on a assisté quand il fallait libérer les stades pour la CAN. Vous vous souvenez de la réponse que le ministre de la Santé avait adressée au ministre des Sports en indiquant que ce n'est pas lui qui leur a demandé de réaménager les stages pour abriter les malades du Covid. Il ne s'est pas gêné parce qu'il estime que celui qui donne l'ordre doit être enlevé. Donc c'est pour dire qu'en fait, il y a comme une sorte de zèle qui ne date pas d'aujourd'hui. Donc ceux qui sur l'actualité ont souvent observé que le ministre de la Santé aussi très souvent ne se laisse pas faire, ne se laisse pas compter. Cet épisode-là, est resté en travers de la gorge de beaucoup de Camerounais où il a imposé une fin de non-recevoir. Parce qu'il estimait que ce n'est pas lui qui a donné l'ordre d'enlever les machins, les tentes qui avaient été dressées pendant la période du Covid. Et cet épisode, moi, je ne suis pas étonné. Cette tension que vous évoquez dans l'air est perceptible depuis plusieurs semaines. Il y a plusieurs ministres même qui étaient très bouillonnants à l'époque, qui sont totalement silencieux depuis un moment. Tous sont éclaboussés. Même le ministre des Finances, qui est présenté comme quelqu'un qui semble vouloir rechercher la vie. Lui-même, aux dernières nouvelles, a été audité, auditionné pendant plusieurs jours. C'est dit qu'à la vérité, dans cette affaire, tout le monde est mouillé, tout le monde est trempé et personne n'est sain. Je crois qu'il faut que cette tension qui soit visible là. On n'en est qu'au début. Parce que les révélations, notre position font état de ce qu'il y a beaucoup d'éclats de voix qui risquent d'arriver dans les jours à venir et les têtes vont tomber du sommet jusqu'à la base car tous ont été mouillés dans cette affaire. Et on annonce un remaniement qui est imminent. Donc, ils commencent à se bouffer les uns les autres. Et, il se dit que le président au retour de Suisse va poser un réaménagement de gouvernement. Donc, entre eux, maintenant, ils commencent à s'éliminer entre eux. Et aujourd'hui, on va peut-être dire que Jean-Michel Nietzsche avec un discours prophétique, parce que là, non, c'est il y a très longtemps, on l'a traité de tout le nom d'oiseau. On voit bien que le Covid, c'est un vrai scandale, une des plus grosses gabegies de l'histoire du renouveau. Camille, les malversations, conflits entre les membres du gouvernement, quelles sont les leçons que l'on tire de ce qu'on appelle désormais le Covid-Gate au Cameroun? Chacun saura en tirer les conséquences, mais moi je pense que il serait prudent d'attendre la suite. Quand Guy Fonga dit que tout le monde est mouillé, moi je pense que c'est un peu excessif. C'est pas tout le monde qui est mouillé. Il y a des ministres qui n'ont même pas reçu un seul copec. Ils sont très peu. Hein. Oui, mais ça veut dire déjà donc que ce n'est pas tout le monde. Alors quand on dit tout le monde est mouillé, tout le monde se bouffe, non. Il y a des ministres qui n'ont rien reçu du tout. On ne va pas citer leur nom ici. Il y a des ministres qui attendent tout simplement qu'on leur dise pourquoi leur département ministériel était programmé et pourquoi l'argent n'est pas arrivé. Il y a des ministres qui ont reçu, qui n'avaient rien à voir avec la pandémie, mais qui ont quand même reçu des fonds de manière totalement surnaturelle. C'est pour cela que, par exemple, même au ministère des Finances... Les mines, par exemple. Mais le ministère des Finances lui-même qui a reçu l'argent, cet argent avait quoi faire avec la pandémie. C'est pour cela que je dis qu'aujourd'hui, il y a énormément de gabégie, comme vous dites, Donald Brice-Kamgan. C'est l'issue judiciaire. Ce sont toutes ces
ces auditions qui sont en train d'être faites devant le TCS qui vont éclairer les uns et les autres. Moi, je pense qu'il ne sert à rien de balancer des accusations à la volée. Déjà, les constatations de la Cour suprême sont assez édifiantes. Et maintenant, les auditions qui sont en train de se faire devant le TCS vont nous en dire un peu plus. Mais une chose est certaine, c'est qu'il y a des personnes qui ont obtenu de l'argent, qui en ont fait une utilisation pas très appropriée. Il y en a d'autres qui n'ont rien reçu du tout. Bon, maintenant, on va savoir entre ceux qui ont reçu, qui ont utilisé un peu, et ceux qui n'en ont pas reçu, qui n'ont rien utilisé du tout, et ceux qui ont reçu, qui ont escamoté le reste. Il y en a même d'autres qui ont reçu de l'argent, et cet argent a servi à construire des lycées, et des collèges et des routes. Donc, voilà, ceux qui n'avaient rien à voir avec le Covid. Donc, on attend tout simplement. Moi, je pense que c'est vrai qu'il est important que la presse tire un peu tous les dividendes de ces bisbilles et de ces crépages de chignons qui existent entre les ministres en attendant d'issue. Bon, on parle un peu trop facilement de remaniement ministériel. Les remaniements ministériels du président Biya arrivent toujours au moment où on les attend le moins. Alors, donc, aujourd'hui, attendons tout simplement, mais observons, lisons et tirons des conclusions. On a vu la lettre du ministre des Finances, on a vu la réplique du ministre de la Santé. Bon, on va bien voir maintenant s'il y aura une troisième réplique du ministre des Finances. Guervé, je sors par vous. Qui met fin à ce qu'on pourrait appeler un capharnaüm? Je crois que le chef du gouvernement, le président de la République. Pierre Flambon-Gayap a un excellent ouvrage, dont je me remémore encore le titre, Cameroun qui gouverne. L'ouvrage de Pierre Flambon-Gayap, sorti il y a quelques années aujourd'hui. Donc il y a plus de 30 ans. Oui, quelques années aujourd'hui. Cet ouvrage garde toute son actualité, toute sa pertinence. Parce que quand on regarde cette cacophonie, on a l'impression qu'il n'y a aucun commandant à bord. Parce que chacun fait exactement ce qu'il veut. Ça va dans tous les sens. Et celui qui peut stopper la saignée et l'hémorragie, c'est bien. Ce n'est que le chef de l'État, le président pour le bien. La preuve, quand le ministre des Sports avait demandé au ministre de la Santé d'enlever les tentes au sein des stades parce qu'on préparait la CAN, etc. Il lui a dit qu'il n'a reçu aucun ordre de lui, que ce n'est pas lui qui l'a nommé, donc il n'a aucun ordre à recevoir de lui et qu'il ne le fera pas. Il ne l'a pas fait. Il a fallu que ça vienne de plus haut pour qu'il se mobilise. Ça veut dire, tu vois, que cette image, peut-être caricaturale, mais est révélatrice de ce que entre eux, il n'y a pas une véritable cohésion de l'action gouvernementale. Et ce n'est que le président seul qui peut ramener la sérénité et la transparence. Mais comme il y a les super ministres à qui le Premier ministre ne peut même pas parler, et qu'ils ont tous été nommés le même jour, eh bien, il est difficile qu'on ait une ambiance gouvernementale qui soit sereine, parce que le chef lui-même, qui est le président, manifestement fait tout à ce que les gens que ça fonctionne comme ça pour davantage contrôler les zones d'incertitude. Très bien. Parlons de ce nouveau rapport d'Amnesty International. C'est en oreille de la nouvelle exposition. Crise Onozo, silence coupable, s'exclame le journal qui reprend le contenu de cette nouvelle recherche d'Amnesty International qui révèle l'ampleur des destructions devant le mutisme de la communauté internationale. L'article en page 3 revient sur les grandes lignes de ce rapport publié par l'ONG de défense des droits de l'homme. Camille, un nouvel indicateur du pourrissement de la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest. Le pourrissement de la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest est là depuis longtemps. Ce sont justement des ONG comme Amnesty International qui ne facilitent pas la compréhension de ce pourrissement. Parce que ces ONG, au lieu de regarder le mal là où il se trouve, au lieu de condamner fermement les actions criminelles des bandes terroristes qui tuent les populations, qui tuent les militaires, qui tuent les gendarmes, qui brûlent des villages, qui détruisent les biens des personnes derrière. Non, ils regardent plutôt le nombre de personnes qui ont été arrêtées par les militaires, par les gendarmes, ou qui sont morts. Moi, je pense que la fonction fondamentale des organisations des droits de l'homme, c'est de dire la vérité et de dire le mal, de dire ce qui se passe au Cameroun. Le Cameroun est un pays qui est aujourd'hui tétanisé par deux crises sécuritaires énormes. Et deux crises sécuritaires qui ne sont pas absolument faciles. Du côté du sud-ouest et du nord-ouest, que les gens ont trop tendance à baptiser
crise séparatiste. Non, ce ne sont plus aujourd'hui. Il y avait un problème, une démarche séparatiste au début avec Sissoko Ayub Tabé. Mais dès que Sissoko a été interpellé et mis en prison, les bandes ont éclaté. Il y a des animateurs qui sont terrés à l'étranger, qui envoient de l'argent et on se retrouve sur le terrain avec des bandes diverses. Chacune opère dans son territoire, il fait ce qu'il veut, kidnappe des gens, demande de l'argent au vu au sud, demande des rançons. Et même maintenant, le plus grave, c'est que ces bandes ont commencé à s'affronter entre elles, à se disputer des territoires. Le Cameroun est en train de vouloir connaître une sorte de crise de balkanisation dans cette région, où on va se retrouver avec des bandes, une bande qui dit que moi je coupe le Dogon Matou, moi j'occupe telle région, et telle autre bande ne peut pas arriver là-bas. Moi je pense que ces ONG ne facilitent pas la lecture des choses. Ces ONG de Amnesty International et les Human Rights Watch ne donnent pas exactement le véritable bilan de ces bandes criminelles. Le mal et surtout la barbarie dans laquelle aujourd'hui... Imaginez, dans les réseaux sociaux, vous voyez dans les réseaux sociaux comment on présente des têtes de personnes coupées par ces bandes armées. Et on dit que ces bandes-là, nous allons tuer tous les autres qui vont faire ceci, qui vont faire cela. Moi, je pense que le problème aujourd'hui, ce n'est plus un problème qu'on dit que, pour lequel on doit dire que le gouvernement doit faire ci, que doit faire le gouvernement. La communauté internationale, à commencer par les organisations internationales, doit dénoncer la barbarie aujourd'hui qui s'est installée au Cameroun de ce côté-là. Plus de 2000 morts depuis 2016, Guy Avey-Fongan, près d'1 million de déplacés internes et de réfugiés au Nigeria. Le gouvernement a fait, comme dit Camille. Je suis embarrassé quand j'écoute la posture de Camille sur cette actualité, le doyen Camille. Je veux dire que c'est très sérieux ce sujet et je suis très triste. Parce que voyez-vous, il faut attaquer le mal un peu plus haut, les causes, l'origine du mal en fait. Moi j'ai fait une partie de mes humanités dans le sud-ouest, au lycée Bling de Kumba, que je connais très bien. J'ai toute une partie de ma famille qui s'est totalement déplacée, qui a abandonné maison et tout bien là-bas. J'ai des amis dans l'armée qui meurent tous les jours. Je pense qu'il est temps, il est urgent. Je disais dans un édito il y a quelques mois que cette guerre est l'une des plus meurtrières de l'histoire du Cameroun. Parce que la guerre contre les indépendances, on se battait contre le colon. Aujourd'hui, c'est une guerre camerounaise et on s'entretue tous les jours. Je pense qu'il est plus qu'urgent, ça fait plaisir à personne de voir les gens tomber. L'ONG fait ce qu'elle a à faire, mais nous, faisons exactement ce que nous devons faire, le gouvernement. Je pense qu'il est plus qu'urgent aujourd'hui de penser sérieusement à l'option du fédéralisme. Parce qu'on voit bien que jusqu'ici, la violence, qui est la force des faibles, qui a été utilisée, n'a réglé aucun problème. Qu'on ait le courage de mettre les pieds dans le plat. Il y a une ville dans le nord-ouest qui est complètement impraticable et inaccessible, où les populations, à un moment donné, le chairman avait décidé que là-bas, le péage ne sera plus. Il n'y a pas de raison qu'on paye le péage là-bas, parce que la route est quasiment impraticable. Vous imaginez comment les populations qui vivent un tel traumatisme ne vont pas de temps en temps s'énerver. Aujourd'hui, si vous prenez un axe lourd comme Douala-Mbanga, que nous avons fait il y a quelques années en 45 minutes, on faisait Douala-Mbanga en 45 minutes. Aujourd'hui, on fait 2 heures en route, parce que à l'époque, il n'y avait pas autant de péage. Depuis qu'on est sur la route est devenue impraticable. Nous, on a fait à l'époque à 45 minutes, Douala-Mbanga. Aujourd'hui, on a fait en 2 heures. Alors qu'il y a un péage, il y a des trous d'éléphants partout. Alors, c'est les populations qui habitent les zones environnantes, disent ici le péage ne sert plus à rien. À qui il va falloir s'en prendre? Pas eux. Mais c'est qu'on peut régler ces problèmes en prenant que le gouvernement prenne de temps en temps ses responsabilités. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, il parle d'une sorte de balkanisation. Non, il y a des solutions qu'on peut trouver en dehors de la balkanisation. C'est-à-dire que le gouvernement ait le courage de prendre encore que l'absolue décentralisation qui a été annoncée n'est vraiment pas implémentée, parce que quand on regarde la portion congrue du budget qui est accordé aux mairies, c'est du menu frétin. Et donc, peut-être le fédéralisme qui n'est pas la sécession, contrairement à ce que a essayé de faire croire certains turiférais du RDPC, il faudrait qu'on envisage des solutions durables et non les solutions de pacotille pour sortir définitivement de cette crise qui fait de mal à tout le monde. Très bien. Guy Avey-Fongan. Oui, j'aimerais bien croire que Guy Avey-Fongan est sincère quand il dit un certain nombre de choses qui ne peuvent qu'être amusantes. Le fédéralisme est drôle. Laissez-moi terminer. Quand il dit que dans les années 60, la guerre qu'il y a eu au Cameroun, c'était contre le colon. Il y a combien de colons qui ont été tués au Cameroun?
Combien de colons ont été tués? Vous pouvez compter le nombre de Camerounais qui ont été tués? Combien de colons ont été tués? Moi, je pense qu'à ce niveau-là, des jeunes comme vous devrez gagner à rechercher l'histoire, à comprendre l'histoire. Pas seulement à vous contenter de raccourcis. On peut parler du napalm. À vous contenter, à vous contenter à parler. Je demande combien de colons ont été tués. Combien de colons ont été tués? C'est ça que je pose la question. Du napalm, déjà été tué. Par la suite, maintenant, pour aller un peu plus loin. À l'essentiel, à l'ouest. Pour aller plus loin. Quand vous dites que le fédéralisme serait une solution, qui vous a dit que les bandes rebelles pensent au fédéralisme? Le fédéralisme n'est pas leur affaire. Leur affaire, c'est l'Ambazonie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La guerre. Leur affaire, c'est l'Ambazonie. Qu'est-ce qu'on fait? C'est l'Ambazonie et rien d'autre. Parce que ceux qui disent non, la solution du fédéralisme, non. Le fédéralisme n'est même pas un objectif pour ces gens-là. Donc, c'est pour cela. Quelle est la solution la plus opérationnelle? Je dis ceci. La première solution, c'est de faire face à la mission de l'État. C'est-à-dire que faire face au danger militaire, un danger militaire qui n'a plus de visage aujourd'hui. Parce qu'au départ, je l'ai dit ici, M. Sissoko Ekitabe a pris les armes parce qu'il voulait faire une sécession. Aujourd'hui, ce n'est plus une sécession. Aujourd'hui, on retrouve deux styles de bandes armées, les plus virulentes, les plus barbares, c'est au nord-ouest. Donc aujourd'hui, l'armée ne peut que faire ce que le général Gowon a fait au Nigeria en 1968 face à Ojukwu, c'est-à-dire que réduire d'abord cette tendance sécessionniste et on verra le reste après. Ça fait 3 ans qu'on le fait. Ça fait 3 ans qu'on fait ça. Ça fait 3 ans qu'on fait ça et les gens meurent tous les jours. Les gens meurent. Et c'est autre chose, ça fait 3 ans qu'on fait ça. Et c'est pour proposer quoi? Le fédéralisme, ils n'en veulent pas. Non, je pense qu'une des solutions durables, en mon sens, c'est de permettre on a un pays qui est immensément riche. Dire que le Cameroun c'est un scandale géologique et minier, c'est même un euphémisme en fait. Donc des régions sont meurtries, paupérisées, seulement parce qu'une administration qui est centrale. Parce que le Cameroun est comme la plupart des États français. C'est-à-dire qu'on a hérité d'une sorte de jacobinisme français, un État centralisateur qui veut tout et rien pour les autres, qui a tout concentré à Yaoundé. Aujourd'hui, je pense qu'il faut lâcher du lest. Et je vous promets que si au moins on autonomise de manière réelle les régions, comme c'est l'intention qui a été déclarée, au moins on aura réglé une partie du problème et progressivement les gens vont se mettre ensemble. Ceux qui veulent la sécession sont une minorité qui sont évidemment pas incontrôlable. Une minorité qui tue. Et il faut qu'on ait le courage de trouver des solutions durables. Parce que je continue à le marteler. Mais quelle solution durable? La violence, je ne suis pas le seul à l'avoir proposé. La violence est la force des faits. Ils n'en veulent pas. On se rasseye et qu'on se parle. Autre front de l'insécurité, c'est l'extrême nord du Cameroun. 13 militaires ayant été tués par Boko Haram en l'espace de 72 heures. C'est à la une du quotidien Mutation, parution de ce matin. L'ennemi ne dort pas, titre nos confrères de Mutation ce matin. Camille, là aussi on y est depuis 2014. Hein. On y est depuis 2014. Et là aussi, là par contre, c'est une autre crise, d'une autre nature. C'est-à-dire que c'est une crise qui est imposée au Cameroun, pas par des Camerounais, mais par des gens venus de l'étranger. Au départ, ça a été l'œuvre d'extrémistes, d'islamistes, qui voulaient continuer à faire au Cameroun ce qu'ils avaient commencé à faire au Nigeria et qui est une sorte de phénomène de mode dans l'Afrique de l'Ouest. Mais maintenant, aujourd'hui, on voit que les choses sont en train de changer et qu'on voit plutôt que c'est uniquement une histoire d'insécurité et de terreur, de terrorisme permanent, que l'on veut que des bandes armées venues du Nigeria, qui sont réfugiées dans une forêt, sont en train d'imposer au Cameroun. À un moment donné, vous savez, Boko Haram a commencé à frapper en 2014 et puis ensuite ça s'est arrêté parce que l'armée camerounaise, aidée même parfois par l'armée tchadienne et par une force multinationale, a tenté d'endiguer leur aide. C'est de recrudescence ces dernières semaines. Mais vous l'expliquez comment? Non, depuis 2 ou 3 ans, c'était beaucoup plus des bandes armées, de pillards qui venaient, qui volaient dans les villages et qui partaient. C'était des rapines. Aujourd'hui, on sent réellement que c'est de nouveau Boko Haram qui arrive parce qu'après la mort supposée de Aboubakar Shekau il y a quelque temps, il se dit dans les réseaux sociaux que ces hommes ont fait une alliance avec un autre groupe islamiste et maintenant ils ont opté pour une nouvelle solution. La nouvelle solution maintenant c'est d'attaquer. Quand vous réalisez que ce ne sont les 2 derniers raids qui ont été opérés au Cameroun n'ont pas été faits sur des villages mais sur des unités militaires. La première à Sagmé du côté de Fotokol et la deuxième à Zigué, non loin de Waza. Et on réalise aujourd'hui que la solution de la défense n'est plus la seule solution.
Parce qu'aujourd'hui, et c'est pour ça que dans le journal Le Messager, il y a, je crois, Honoré de Soumont, qui a fait une proposition très pertinente. Et moi, je pense... Sumo Tayo. C'est la mutation. Oui, Sumo Tayo, qui demande au ministre de la Défense, plutôt que d'aller faire des tournées pour aller réconforter les militaires qui sont couchés à l'hôpital, ou bien de faire des réunions avec les chefs militaires, mais de mettre sur pied des commandements militaires spéciaux, uniquement réservés à la crise de Boko Haram, et l'autre uniquement réservé au problème du Nord-Ouest. Parce que moi, je pense qu'il faut absolument des structures opérationnelles autonomes et dotées d'une logistique exceptionnelle. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus une opération militaire ordinaire. Parce que jusqu'à présent, le ministre de la Défense continue à se conduire comme s'il avait il était en train de faire face à une opération unique. Mais alors que l'opération a plusieurs visages, et aujourd'hui, moi je pense qu'il faudrait autre chose que ces ripostes ou bien ces tentatives de contenir l'ennemi. Il faut absolument un autre système. Et moi je pense que c'est pour ça qu'il faut des structures opérationnelles, uniquement une pour Boko Haram, une pour le Nord-Ouest, une pour le Sud-Ouest. Ça fait 13 décès dans les rangs des forces de défense et de sécurité en l'espace de 3 jours, 72 heures. Rappelle nos confrères de mutation comme le jour également ce matin. Guéry-Fongan, c'est dans le même département, le Logo Nechari. Nous avons baissé la garde, croyant avoir vaincu l'hydre Boko Haram. Je crois que c'est le jour qui a titré l'ennemi ne dort pas, je crois. C'est mutation. Mutation. Et c'est ce qui n'est pas très faux. Moi, vous parlez du Logo Nechari, j'imagine la douleur dans laquelle vivent ces populations. Je pense qu'il y a l'honorable Salmana, qui est originaire du coin, le maire de Goulfé, Barka Armat. Je veux dire que ces élus-là aujourd'hui vivent un calvaire extraordinaire, c'est incroyable. Et c'est pas évident. On est encerclé de toutes parts. Et j'avais dit ici que la chute de Déby, souvenez-vous, qui était un excellent bouclier, qui nous a permis de combattre de manière sérieuse. Beaucoup que sa chute allait nous créer de gros soucis en ce moment. Et on voit bien que, à peine, parce que Déby, au moins avec le corridor, au niveau des sorties de l'extrême nord, Déby avait mis un dispositif qui nous permettait quand même de combattre sérieusement cette Boko Haram. Aujourd'hui, depuis que Déby est tombé, je l'avais prédit, que ça va être compliqué. L'armée doit muscler son jeu. Donc, on peut parler des unités opérationnelles. Il est plus qu'urgent aujourd'hui de les mettre sur pied, de protéger ces populations que je côtoie un peu de l'extrême nord qui vivent dans un calvaire permanent, un stress continu. Les élus ne savent où mettre la tête. Donc, ces unités opérationnelles seraient la bienvenue parce qu'on est encerclé de toutes parts. Si à côté de ça, il faut perdre le sommeil à cause de ce qui se passe dans le Nozo, j'ai envie de dire que si l'État est fort, il nous écrase, s'il est faible, nous périssons tous. Je voulais ajouter on va sortir. Oui, on va parler d'autre chose. Camille, on n'a plus que 3 minutes et moins pour sortir. Septentrion qui opère son réveil. C'est vraiment le réveil de Septentrion comme titre ce matin de Police Hebdo. 2 mots. Réveil sur le plan politique. Oui. On voit avec M. Aboubakar Ousmane qui depuis un certain temps est en train de s'enfoncer dans la politique, mais du côté de l'opposition, pour redonner la possibilité aux acteurs de la région du Nord d'entrer dans l'échiquier. Le réveil septentrion, c'est vraiment... Quand le septentrion va se réveiller, le Cameroun tremblera. Et je pense qu'ils sont en train de prendre leurs responsabilités. Merci, madame, monsieur, d'avoir été avec nous ce matin. On se retrouve demain vendredi pour la dernière édition de la semaine. Merci à la réalisation. Toutes ces équipes qui nous accompagnent chaque matin entre 9h20 et 10h. Excellente journée à tous. Tu vois, Donald. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. De lundi à vendredi sur Equinox Télévision. It is not because maybe this country acted like this on an issue that we should act the same. The first thing I want to recall to most of us is that Cameroonians are people who believe that, in fact, I should say, believe in their freedom to an extent. Lorsqu'on parle, n'est-ce pas, de mesures barrières,
des passeports verts et tout ce qui va avec. Mais les politiciens ne voient pas la question de la violation des libertés et du recul de l'état de droit. Après l'entrée sur notre territoire de deux vols venus de l'extérieur, que le virus a commencé à se propager. Et même là, le public, l'opinion publique a attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité de confiner au moins les deux grandes villes où le virus était déjà présent, ça dit Douala, Yaoundé. Généralement, dans nos pays, quand vous avez un proche qui décède, on a plus de facilité à accuser la sorcellerie ou à accuser un cas qui ne soit pas de la médecine conventionnelle pour justifier le fait que la personne soit décédée. If you suspect you may have a coronavirus infection, please call your healthcare provider in advance and let them know you are coming. This can help them be prepared. WHO recommends preventative measures to reduce your risk. Wash your hands frequently using soap and water or an alcohol-based hand rub. Avoid touching your eyes, nose, or mouth. Avoid eating raw meat and unnecessary contact with wild animals.